Imaginons un instant un tableau de bord financier en pleine réunion du conseil d'administration. Bon, chaque ligne a sa place, les revenus d'un côté, les dépenses de l'autre. Ouais, le truc classique, quoi. Voilà, exactement. Une entreprise lance un produit, les ventes augmentent, le graphique affiche une belle courbe bien ascendante. En fait, tout semble parfaitement sous contrôle, quantifiable, obéissant à des règles comptables immuables. Jusqu'au moment où la réalité physique s'en mêle. C'est ça. Soudainement, une sécheresse prolongée paralyse une usine clé à l'autre bout du monde, parce que le fleuve qui sert au refroidissement des machines, il est à sec. Ou alors, une nouvelle réglementation sur les émissions de carbone vient, pouf, amputer la marge bénéficiaire de 30% du jour au lendemain. Et là, le beau tableau de bord financier vole en éclats. Totalement en éclats. La réalité complexe, imprévisible et disons-le profondément physique de la biosphère vient de s'inviter de force dans la stratégie d'entreprise. Et l'environnement, c'est plus juste une petite ligne dans les dépenses. Ah non, ça c'est sûr. Cette collision entre les modèles économiques un peu théoriques et les limites planétaires, c'est plus du tout une anomalie. C'est carrément devenu la norme. Ouais, Pendant des décennies, tu sais, enfin vous savez, l'écosystème naturel a été traité comme une simple externalité, une petite note de bas de page dans les rapports annuels pour faire bien. le fameux chapitre RSE à la fin du document, quoi. Exactement. Mais aujourd'hui, les perturbations climatiques et la rareté des ressources frappent directement le cœur de l'appareil productif. L'externalité est devenue un risque systémique opérationnel pur et dur. Et la quatrième édition de la norme internationale ISO 14001, qui a été publiée en avril 2026. Le fameux document Système de management environnemental, exigences et lignes directrices pour son utilisation. C'est ça. Et pour clarifier notre mission aujourd'hui, on s'appuie exclusivement sur ce document officiel de l'ISO, avec toutes ses clauses un peu arides et ses annexes techniques. Le but, c'est de comprendre comment ce cadre force les organisations à équilibrer la protection de l'environnement avec leurs nécessités socio-économiques. Un vrai défi d'équilibriste. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, en tant que dirigeante d'entreprise, très axée sur la stratégie et la rentabilité, je dois avouer que je vois souvent ces normes comme des contraintes administratives, une surcouche de paperasse. Ouais, beaucoup de dirigeants pensent ça. Mais là, en lisant cette version 2026, j'ai perçu une approche vraiment différente. Ça cherche à s'intégrer au cœur même de la machine de l'entreprise plutôt que de juste s'y superposer. Tout à fait. Et c'est important de préciser d'emblée que cette révision de 2026, qui annule l'édition de 2015 et son amendement de 2024, n'oblige pas les entreprises à tout raser pour reconstruire de zéro. Ouf, c'est déjà ça de prix. Ah bah oui. C'est plutôt une révision technique. Elle aligne la gestion environnementale sur les structures décisionnelles de très haut niveau de l'ISO. En fait, le texte pose une prémisse super claire dès le début. Le but ultime, c'est le développement durable. Et ça, ils le définissent comment exactement dans le texte? Comme un équilibre strict entre trois piliers, l'environnement, la société et l'économie. La norme ne demande absolument pas de sacrifier la rentabilité, elle fournit un cadre pour prévenir les impacts négatifs, s'adapter aux conditions qui changent, tout en garantissant la viabilité socio-économique de l'organisation. C'est une nuance vraiment cruciale pour le monde des affaires. Moi, je compare ça souvent à, vous savez, une mise à jour majeure du système d'exploitation de notre smartphone. Ah, j'aime bien l'analogie. Ben oui. On jette pas le matériel pour en racheter un autre. On installe juste une nouvelle version qui clarifie les processus en arrière-plan, qui optimise la batterie et surtout qui force toutes les applications, la prod, la logistique, la finance, à communiquer entre elles sans faire planter le système. C'est une excellente façon de le voir. Le système de management devient le système d'exploitation de l'entreprise. Et là, mon esprit critique bloque complètement. Il y a une phrase dans l'introduction qui m'a désarmée. La norme stipule noir sur blanc, je cite, l'adoption des exigences de ce document ne garantira pas en soi des résultats environnementaux optimaux. Ah, la fameuse clause de non-garantie. Mais c'est inaudible pour un comité de direction. En tant qu'exécutif, si je dois justifier des millions d'euros d'investissement pour implémenter ça, pourquoi j'investirais massivement dans un cadre qui, de son propre aveu, ne garantit pas le résultat final? C'est comme si j'achetais une machine d'assemblage sans garantie qu'elle produise des pièces conformes. Je comprends tout à fait la frustration. Mais la comparaison avec la machine d'assemblage suppose un processus linéaire. Or, un système de management environnemental, un SME, ça gère de la complexité pure. C'est-à-dire, La norme ISO 14001 ne fixe pas de seuil absolu.
parce que l'application diffère radicalement selon le contexte. Prenons une aciérie centenaire et une start-up du numérique. Ouais, elles ont rien à voir. Exactement. Mais elles peuvent toutes les deux être certifiées ISO 14001, même avec des empreintes écologiques diamétralement opposées. Le document, en fait, il met en place l'infrastructure de la décision. Il fournit les capteurs, le volant, les freins. Donc ça ne conduit pas à notre place. Voilà. Si la direction décide d'utiliser ce véhicule hyper sophistiqué pour rouler à 2 à l'heure vers des objectifs environnementaux médiocres, le système fonctionnera parfaitement pour mesurer cette médiocrité. D'accord, je vois. Le succès dépend pas du papier de la norme, mais de la rigueur de l'engagement de l'équipe dirigeante. Absolument, à tous les niveaux de l'entreprise. Bon, mais si le cadre définit pas la destination, la méthode pour avancer, elle, doit être d'une fiabilité implacable. C'est là qu'intervient la mécanique interne du truc, dans la section 0.4 du document, le modèle PDCA. Planifier, faire, vérifier, agir. Le fameux Plan, Do, Check, Act, le cœur du réacteur. C'est ça. Pour quiconque bosse dans la tech ou le produit, c'est juste une boucle de feedback agile classique. On planifie une fonctionnalité, on la déploie, on analyse les données d'utilisation et on ajuste. Sauf que là, on applique ça à la biosphère. Ouais, l'environnement devient une métrique de performance opérationnelle. C'est fou quand on y pense. C'est traité avec la même froideur analytique que le coût d'acquisition d'un client. Mais cette froideur analytique, c'est précisément ce qui permet d'éviter l'écueil des belles intentions qui ne mènent à rien. Le modèle PDCA de la norme 2026 exige une application à la fois macro et micro. Ok, donnez-moi un exemple pour l'échelle macro. À l'échelle macro, l'organisation planifie sa politique environnementale. Ensuite, elle met en œuvre des processus, disons, pour réduire son énergie. Elle vérifie les résultats avec des audits internes et elle agit lors de la revue de direction pour corriger le tir l'année suivante. Basique. Et au niveau micro? C'est là que la version 2026 insiste. Il faut décliner ce cycle à chaque élément individuel du système. Prenons un incident concret, une fuite chimique dans une zone de stockage. Aïe. Donc la phase faire a échoué. Voilà. L'instinct habituel de l'entreprise, c'est quoi? On nettoie, on éponge, on paie l'amende éventuelle et on passe à autre chose. On ferme le dossier, ouais. Sauf que le système ISO interdit formellement de s'arrêter là. Nettoyer, c'est juste la correction immédiate. Le PDCA force l'organisation à entrer dans la phase agir pour analyser la cause fondamentale. Ah, le fameux pourquoi du comment? Exactement. Est-ce que la fuite vient d'une vanne défectueuse, d'un manque de formation de l'opérateur, ou bien, et c'est souvent là que ça coince, d'une politique d'achat qui privilégie des joints de mauvaise qualité pour gratter quelques centimes? Ah oui, on remonte très loin en fait. Ben oui. En identifiant que le problème racine est aux achats, on modifie la procédure d'approvisionnement globale. On n'épanche pas seulement la flaque, on répare la plomberie institutionnelle pour que ça n'arrive plus jamais. Ouais, je comprends. Mais parce qu'il y a un grand mais, la faille évidente de cette boucle PDCA, c'est l'humain. On peut avoir le tableau de bord le plus précis du monde, si le pilote regarde son téléphone, la voiture finit dans le mur. Ah, ça, l'outil ne remplace pas le décideur. Et historiquement, l'environnement, on va pas se mentir, ça a toujours été géré en silo. On recrutait un responsable environnement, on l'installait dans un bureau au fond du couloir, et la direction générale s'en lavait les mains. La clause 5 de cette édition 2026, j'ai l'impression qu'elle a été écrite juste pour détruire cette habitude. Vous avez mis le doigt dessus. La clause 5.1, c'est probablement le changement culturel le plus lourd. Le terme pivot dans le texte, c'est l'imputabilité, le fameux accountability en anglais. Un mot qui fait trembler dans les couloirs de la direction. Et pour cause, le document précise que, oui, la direction peut déléguer des tâches opérationnelles au responsable environnemental, mais elle ne peut en aucun cas déléguer son imputabilité sur l'efficacité globale du système. En clair, c'est le PDG qui saute si ça marche pas. En termes de management de la norme, oui. La direction doit s'assurer que la politique environnementale est complètement fondue dans la direction stratégique et les processus d'affaires. Bon, là, il faut qu'on s'arrête 2 secondes. Parce que dans la réalité impitoyable des affaires, imputabilité, ça veut surtout dire trouver un fusible quand il y a un désastre écologique dans la presse. Souvent oui, mais la norme essaie d'empêcher ça. Sauf que là, exiger que les considérations environnementales fusionnent avec la stratégie pure, c'est demander un changement de paradigme brutal. On demande à un comité exécutif, qui se réunit pour discuter d'une fusion-acquisition ou d'une délocalisation pour baisser les coûts salariaux, de mettre l'environnement au même niveau de délibération que l'EBITDA. Honnêtement, c'est vraiment applicable ou c'est juste une chimère bureaucratique? Je vous assure que c'est applicable. Et j'irai même plus loin.
C'est une question de survie institutionnelle face aux nouvelles réalités de marché. Convainquez-moi. En fait, l'intégration dans les processus d'affaires, ça veut dire que l'environnement intervient avant que l'argent ne soit dépensé, pas après. D'accord. Si l'entreprise décide d'ouvrir une nouvelle usine, la haute direction doit prouver aux auditeurs que les ressources nécessaires pour le système environnemental de ce site ont été allouées au moment du montage financier, pas ajoutées comme un pansement budgétaire 3 ans plus tard parce qu'une ONG a fait un scandale. Ah, donc si le système échoue parce que le DAF a coupé le budget formation, la responsabilité remonte en ligne droite. Exactement. La clause 5 empêche l'ignorance volontaire. Ok. Donc si l'environnement s'assoit à la table du comité exécutif, il doit parler notre langage. Et le langage de la direction, c'est pas le militantisme, c'est la gestion de l'incertitude, le risque. Ce qui nous amène à la clause 6, la planification. Le cœur stratégique de la norme. Toute entreprise, c'est évaluer un risque financier ou géopolitique. Mais là, la norme exige d'appliquer cette même rigueur clinique à la biosphère. Et le texte fait une distinction très précise, presque chirurgicale, entre un aspect et un impact. J'imagine que c'est crucial pour structurer cette gestion du risque. Totalement. C'est la relation de cause à effet de base. L'aspect environnemental, c'est la cause matérielle. C'est l'activité de votre entreprise qui interagit avec l'environnement. Donc, rejeter des solvants dans l'eau, pomper une nappe phréatique ou juste utiliser des centaines de serveurs qui tournent à plein régime. Voilà. Et l'impact environnemental, c'est l'effet. La modification qui en résulte, qu'elle soit bénéfique ou négative. La contamination du sol, l'épuisement de l'eau, le réchauffement. L'entreprise doit évaluer tous ces aspects et isoler ceux qui sont considérés comme significatifs. Mais comment on définit ce mot, significatif? Parce que dans l'ancien temps, significatif, ça voulait juste dire ce qui dépasse le seuil légal et qui va nous valoir un procès. Ouais, la bonne vieille conformité minimale. Mais l'approche Beau 2026 lie ça beaucoup plus intimement à la stratégie de l'entreprise. On ne gère plus seulement l'impact physique, on gère les risques et les opportunités qui y sont liées. Le basculement est là, le mot opportunité. Parce qu'une analyse de risque classique, c'est de la limitation de casse, comment éviter une amende ou protéger nos entrepôts d'une inondation. La clause 6 pousse les entreprises à chercher l'avantage concurrentiel là-dedans. Je vous donne un exemple industriel typique. Une usine manufacturière identifie que sa consommation thermique est un aspect significatif. Le risque évident, c'est l'exposition à la flambée des prix du gaz naturel ou une nouvelle taxe carbone. Investir dans une infrastructure de récupération de la chaleur fatale de l'usine. Ah oui! Donc on réduit l'impact physique, on pollue moins, mais surtout on s'isole de la volatilité des prix de l'énergie. C'est le jackpot. Ça abaisse drastiquement les coûts de production à long terme et ça permet de proposer des prix de vente plus agressifs que les concurrents qui sont restés au gaz. Donc l'opportunité, c'est pas de faire du greenwashing avec de belles affiches vertes, mais d'utiliser la contrainte physique pour découvrir des gains d'efficacité cachés. L'anticipation comme arme offensive. C'est tout à fait ça. C'est fascinant. Et d'ailleurs, en parlant d'anticipation, le texte mentionne la préparation aux situations d'urgence dans la clause 8.2. J'imagine qu'on dépasse le simple cadre du plan d'évacuation à incendie placardé dans le couloir, non? Oh que oui! Là, on parle de la gestion du risque systémique poussée à l'extrême. Il s'agit d'analyser comment des conditions environnementales anormales peuvent déclencher des réactions en chaîne. Genre un événement climatique extrême? Oui. Imaginons une usine chimique près d'un cours d'eau qui fait face à des inondations d'une ampleur inédite à cause du dérèglement climatique. La norme oblige l'organisation à avoir planifié la sécurisation des cuves toxiques bien avant que l'eau ne commence à monter. Donc on transforme la résilience environnementale en continuité d'activité pure et simple. C'est du business continuity planning. Absolument. Mais pour identifier ces risques de façon exhaustive, on se rend vite compte d'un truc. Une entreprise peut plus se contenter d'analyser ce qui se passe juste entre les 4 murs de ses propres usines. Ah, on en vient au concept qui donne des sueurs froides au directeur des achats. La perspective du cycle de vie dans la détermination des aspects environnementaux. C'est sans doute l'évolution la plus vertigineuse de l'approche environnementale moderne. Moi, j'aime bien reprendre l'analogie du chef étoilé dans son restaurant. Allez-y. Il y a 20 ans, le système de gestion du chef, c'était de s'assurer que sa cuisine était propre, que les commis respectaient les recettes et qu'il n'y avait pas trop de gaspillage à la fin du service. Il gérait son espace clos. Point. La maîtrise de son périmètre immédiat. Mais avec la perspective du cycle de vie, on vient de péter les murs de sa cuisine au marteau-piqueur. Maintenant, il doit comprendre comment les légumes qu'il achète ont été irrigués. Si l'élevage de la viande qu'il sert participe à la déforestation en Amazonie, comment tout ça a été transporté, et même ce qu'il advient de l'emballage plastique qu'il jette dans la benne municipale.
L'analogie est parfaite. Et la clause 6.1.2 de l'ISO 14001.2026 exige exactement ça. L'organisation doit considérer chaque étape. L'acquisition des matières premières, la conception, la production, le transport, l'utilisation par le client et la fin de vie. Le but, c'est d'éviter l'hypocrisie du déplacement involontaire de la charge environnementale. C'est un phénomène tellement courant. On le voit massivement dans l'industrie automobile en ce moment. Ah oui, le véhicule électrique. Voilà, on conçoit une voiture avec 0 émission au pot d'échappement, on améliore le bilan de l'usine d'assemblage en Europe, on met des panneaux solaires sur le toit, c'est super. Mais en réalité, on a juste déplacé l'impact environnemental majeur vers les mines de lithium en Amérique du Sud ou de cobalt en Afrique. Sans parler de la galère du recyclage des batteries à la fin. C'est l'angle mort typique que la norme veut éliminer. Mais attention, et c'est une nuance ultra importante, pour pas bloquer toute l'économie, adopter cette perspective n'exige pas de faire une analyse du cycle de vie formelle et exhaustive. Le fameux processus ISO 14044, qui coûte une fortune. Exactement. L'ISO 14044 demande de quantifier scientifiquement chaque gramme de CO2 et de polluants de la mine à la casse. C'est hors de portée pour la majorité des entreprises. L'ISO 14001 demande plutôt une réflexion pragmatique sur 2 leviers, ce que l'organisation peut contrôler et ce qu'elle peut influencer. C'est là que j'ai besoin qu'on s'arrête. Parce que le contrôle, ok. L'influence, c'est très bien en théorie. Mais prenons une entreprise de taille moyenne. Un fabricant de mobilier de bureau, disons. Comment lui, il est censé influencer les pratiques d'un méga conglomérat métallurgique asiatique qui lui fournit son acier? C'est le pot de terre contre le pot de fer, effectivement. Mais oui, ça ressemble à un vœu pieux bureaucratique qui vient se fracasser contre les réalités de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le fournisseur va juste raccrocher au nez de notre fabricant de chaises. L'influence opère différemment selon votre taille, c'est vrai. Le fabricant de meubles ne dictera pas ses règles aux géants de la sidérurgie. Mais il exerce son influence par d'autres leviers de conception. Par exemple. Au lieu d'acheter de l'acier vierge de l'autre bout du monde, lors de la conception, il décide d'utiliser un alliage avec 60% de métal recyclé qu'il source localement. Ou il conçoit des chaises démontables pour séparer les matériaux en fin de vie. Son influence s'exerce sur ses propres cahiers des charges. D'accord, l'influence commence chez soi. Et pour les géants, les gros donneurs d'ordre? Pour eux, l'influence se transforme carrément en obligation contractuelle. Ils intègrent des critères environnementaux stricts dans les appels d'offres et exigent que leurs fournisseurs de rang 1 soient eux-mêmes certifiés. C'est un effet domino. C'est une stratégie de contagion positive en fait. Exactement. Ça contraint progressivement tout l'écosystème à s'élever. Parce que si une multinationale exige que vous gériez vos impacts sous peine de perdre le contrat, l'aspect environnemental devient une barrière à l'entrée commerciale. C'est là que la boucle est bouclée. Ne pas avoir un système robuste, ça veut plus dire « je suis un mauvais citoyen ». Ça veut dire « je suis disqualifié du marché ». La gestion des risques et la perspective du cycle de vie fusionnent pour sécuriser l'avenir financier de la boîte. On lève enfin les yeux du bilan trimestriel pour voir la vague de fonds qui arrive. Si j'essaie de synthétiser tout ça, l'édition 2026 de l'ISO 14001, c'est pas du tout un manuel de morale écologique, c'est une architecture de survie pure et dure. Le terme est fort, mais il est juste. Son moteur, c'est cette rigueur de la boucle PDCA, poussée jusque dans les microprocessus pour éradiquer les causes des failles. Et ça ne marche que si la direction générale assume cette imputabilité totale. On se cache plus derrière le responsable conformité. Le radar stratégique est activé. C'est ça. Entre l'analyse des risques, la chasse aux opportunités pour réduire les coûts et cette fameuse perspective du cycle de vie. L'équilibre entre la protection de l'environnement et nos nécessités socio-économiques n'est plus un dilemme philosophique. C'est devenu de l'ingénierie de processus. Absolument. La conformité environnementale devient juste un sous-produit de l'excellence opérationnelle globale. Et ça nous ramène directement à la salle de notre conseil d'administration du début, devant ce tableau de bord financier. Parce que si l'architecture de cette norme pousse les comités exécutifs à quantifier les risques physiques climatiques avec la même précision clinique que les taux d'intérêt, Ce qui est le but, oui. eh bien ça soulève une interrogation fondamentale pour la décennie à venir. Une réflexion à garder en tête bien après qu'on ait terminé cette analyse. Si la maîtrise de ces flux physiques, des ressources et des cycles de vie devient le socle absolu de la rentabilité, Oui. verrons-nous bientôt une époque où une entreprise qui ne génère pas un impact environnemental positif sera jugée par les investisseurs, non pas comme manquant d'éthique, mais tout simplement comme une entité financièrement incompétente. Une incapacité à comprendre les mathématiques de sa propre survie. La fin parfaite. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du système et à très bientôt pour une nouvelle analyse.